En 3 mois, Nakami change de visage, sans fanfare, sous pression. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques secouent encore la région. Pourtant des marchés rouvrent, des écoles reprennent après 2 ans et certains axes redeviennent praticables. Par à coup, que signifie ce contraste lorsque Ibrahim Traoré privilégie une sécurisation graduelle, coordonne armée et VDP et refuse la mise en scène d'une victoire? Si la reprise tient, elle pèse sur la souveraineté, l'équilibre militaire et la reconstruction sociale, tout en rappelant le coup, ressources limitées et ennemis encore actifs. Ce récit ne cherche ni à célébrer un succès, ni à dramatiser un moment instable. Il propose une lecture précise, distinguer, dans la reprise observée à Nakami, ce qui relève d'un progrès réel et ce qui demeure strictement conditionnel. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Comprendre rapidement ce qui tient et ce qui peut céder. L'enjeu dépasse la sécurité immédiate. Une stabilisation partielle modifie la relation entre l'État et les communautés, réactive une économie de proximité longtemps figée et redessine la confiance collective, souvent plus vite que prévu. A l'inverse, un faux départ exposerait les zones reprises à un retour brutal de la violence avec des coûts humains et politiques élevés. Sous la ligne stratégique d'Ibrahim Traoré, chaque amélioration locale devient un test national. Si elle se maintient, elle change la trajectoire. Si elle échoue, elle fragilise durablement la crédibilité de l'État. C'est cette zone grise entre espoir mesuré et risque tangible que ce texte explore. Sans illusion, mais sans cynisme. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques frappent la région de Nakami, puis la courbe s'infléchit sans disparaître. Dans le même intervalle, près de 72% du territoire national repasse sous contrôle étatique, contre moins de 60% auparavant, un écart suffisant pour modifier les comportements locaux. Ce décalage entre violence persistante et reprise visible constitue le premier signal clé, souvent mal interprété hors du terrain. La menace ne s'éteint pas. Elle devient intermittente. Cette intermittence change tout. Elle ouvre une fenêtre étroite où les habitants testent leurs décisions au jour le jour. À Nakami, la baisse relative des attaques ne produit pas un silence soudain, mais un espace de manœuvre. Des marchés rouvrent par intermittence, des écoles reprennent après plus de 2 ans de fermeture et des familles reviennent prudemment. En cas d'abord de jour, puis plus longtemps. Ibrahim Traoré n'est pas présent physiquement dans ces villages, mais son empreinte stratégique structure la réponse, sécurisation graduelle, coordination entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie, pression constante sans annonce spectaculaire. Le choix assumé n'est pas celui d'une victoire médiatique, mais d'une normalisation progressive. Un sous-officier déployé depuis 18 mois décrit un basculement psychologique. Une fois la peur légèrement contenue, explique-t-il, les habitants testent le terrain. Ils reviennent, observent, repartent parfois, puis s'installent de nouveau. Cette séquence se répète village après village, sans garantie, mais avec une cohérence nouvelle. La reconstruction sociale précède parfois la consolidation militaire, en inversant des schémas classiques observés ailleurs dans le Sahel. Le contexte national éclaire cette dynamique. Le Burkina Faso reste sous pression, avec des ressources limitées et un ennemi affaibli mais actif. Pourtant, la stratégie impulsée sous Ibrahim Traoré mise sur la reprise du terrain comme point d'ancrage de la souveraineté. Chaque zone sécurisée devient un test concret. Si la vie civile y reprend, même partiellement, l'État regagne une légitimité tangible. Ce n'est ni un miracle, ni une garantie durable, mais un changement de trajectoire mesurable, fragile et lourd de conséquences. À Nakami, la dynamique ne se lit pas d'abord dans des communiqués, mais à travers des figures ordinaires qui servent de relais. Un directeur d'école, revenu après 2 ans d'absence, décrit des salles encore clairsemées et des parents hésitants. C'est les premiers jours, dit-il, le silence pèse plus que la menace. Puis quelques élèves arrivent, suivis d'autres. Ce mouvement lent installe un signal clair. La peur recule avant même que la sécurité soit totale. L'école devient ainsi un indicateur avancé, plus parlant qu'un rapport militaire.
Dans les marchés, le phénomène est comparable. Les étals sont modestes, les volumes faibles, mais la fonction sociale reprend. Les échanges ne servent pas seulement à vendre, ils permettent de vérifier qui est revenu, qui manque encore et jusqu'où l'on peut rester. Cette normalité partielle agit comme un test collectif. Les habitants évaluent la stabilité en temps réel, ajustant leurs décisions au jour le jour. La reprise n'est pas linéaire, elle progresse par essai, pause et reprise. Alors, ces impacts précoces modifient la relation entre population et forces de sécurité. La présence militaire cesse d'être uniquement dissuasive et devient un cadre dans lequel la vie civile tente de s'insérer. Les patrouilles structurent des horaires, sécurisent des trajets et rendent possible des routines minimales. Voir un enseignant ouvrir une salle ou un commerçant réinstaller un étal réduit la perception d'abandon qui dominait auparavant. L'enjeu tient dans cette phase fragile. Si ces signaux de normalité se maintiennent, ils renforcent la confiance et encouragent d'autres retours. S'ils s'interrompent brutalement, la désillusion peut être rapide et profonde. La reprise vaut surtout parce qu'elle autorise d'imaginer. Au début de 2025, la posture change sans annonce. Avant, la région de Nakami vivait au rythme d'attaques fréquentes, d'axes coupés et de villages vidés. Après, les autorités burkinabées ajustent discrètement leurs dispositifs. Renforcement de la coordination entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie, surveillance plus fine, priorisation de points clés. L'objectif n'est pas d'occuper tout l'espace, mais de sécuriser des axes précis, des villages charnières et surtout les trajets qui relient marchés, écoles et zones agricoles. Cette phase d'activation pose les bases, sans produire d'effets visibles immédiats. Le mouvement s'accélère lorsque ces choix commencent à produire des effets concrets. En quelques semaines, certaines zones jusque-là désertées redeviennent praticables. Les forces burkinabées reprennent des positions stratégiques dans les vallées de Nakami, limitant les mouvements adverses et réduisant leur capacité de nuisance. Les attaques ne disparaîtront pas, mais leur fréquence baisse suffisamment pour créer une marge de manœuvre. C'est le point de bascule. La sécurité cesse d'être uniquement défensive, elle devient permissive. La vie civile s'engouffre dans cet interstice étroit, testant les limites jour après jour. Les marchés rouvrent de façon intermittente, d'abord quelques heures, puis plus régulièrement. Les écoles reprennent avec des effectifs réduits, parfois une seule classe, parfois deux. Les villages commencent à se repeupler partiellement. Ce moment constitue le climax de la séquence car il transforme une opération sécuritaire en dynamique sociale. Chaque geste civil devient un indicateur, chaque retour un pari. L'absence de triomphalisme évite l'effet d'appel irréaliste, souvent suivi d'un recul brutal. Ibrahim Traoré joue un rôle structurant dans cette phase. Sa ligne stratégique privilégie une montée en puissance graduelle plutôt qu'une démonstration de force spectaculaire. L'idée est d'éviter la surchauffe opérationnelle, fréquemment observée ailleurs dans le Sahel, où une offensive rapide crée un vide ensuite difficile à tenir. Les décisions prises au sommet cherchent à maintenir une pression constante, tout en laissant aux communautés locales l'espace nécessaire pour reprendre leurs activités. Le message implicite est clair, la sécurité n'est pas une fin, mais un cadre temporaire destiné à permettre le retour de la normalité. Viennent ensuite les rémanences. Les effets persistent au-delà des opérations initiales, mais restent fragiles. Les villages repris ne redeviennent pas immédiatement prospères. Ils cessent d'être des zones fantômes. Les familles reviennent par étapes, testant la solidité du dispositif. Les commerçants évaluent le risque avant d'investir davantage. Les enseignants, souvent parmi les premiers à revenir, stabilisent d'une présence qui rassure. Cette phase est marquée par une prudence généralisée, mais aussi par une cohérence nouvelle dans les comportements. Cependant, l'ennemi n'est pas éliminé. Les groupes insurgés, affaiblis, cherchent parfois à contourner les zones sécurisées. Chaque attaque réussie menace de briser la confiance naissante. La stabilité observée dépend donc d'un équilibre délicat entre vigilance militaire et continuité civile. Cette durée, plus que le gain territorial, devient la véritable épreuve. La crédibilité de la stratégie se joue ici, dans la capacité à maintenir, jour après jour, un minimum de normalité sans la proclamer comme acquise. Au point de départ, la région de Nakami subissait plus de 60 attaques en 3 mois,
Après, la fréquence recule assez pour modifier les usages quotidiens. Ce basculement ne signifie pas la fin de la violence, mais un déplacement mesurable du risque. En termes simples, la menace n'est plus constante, elle devient intermittente. Cette intermittence change la manière dont les habitants évaluent leurs décisions, car elle crée des plages de temps exploitables sans promettre de sécurité totale. Un premier indicateur concerne précisément cette fréquence. Entre janvier et mars 2025, la courbe des attaques s'infléchit après une période de hausse continue. La baisse reste partielle, après mais elle rompt un cycle. Là où l'imprévisibilité dominait, une régularité relative apparaît. Cette différence, minime en apparence, a un effet direct sur les comportements. Les déplacements diurnes augmentent, les retours temporaires deviennent possibles et certaines activités reprennent par intermittence. Une menace intermittente n'efface pas la peur, mais elle la rend négociable. Le deuxième indicateur est territorial. À la mi-2025, près de 72% du territoire national repasse sous contrôle étatique, contre moins de 60% auparavant. Cet écart n'est pas seulement cartographique, il se traduit par un retour progressif de l'administration locale, la sécurisation de certains axes et la réactivation minimale de services de base. Là où l'État réapparaît, même de façon limitée, la population ajuste ses comportements. Les villages cessent d'être des points morts. Ils redeviennent des lieux de passage, puis d'installation partielle. Ce seuil explique pourquoi des zones longtemps abandonnées commencent à se repeupler sans que la sécurité soit complète. Le troisième indicateur touche aux infrastructures sociales. Les écoles rouvertes après plus de 2 ans de fermeture constituent un signal quantifiable, même si leur nombre reste modeste. Chaque réouverture concerne peu de classes et des effectifs réduits, mais l'impact dépasse l'éducation. Une école en activité implique des enseignants présents, des parents impliqués et une logistique sécurisée. Elle devient ainsi un marqueur de confiance, souvent plus fiable qu'une déclaration officielle. Dans plusieurs districts, cette reprise scolaire s'accompagne d'une réactivation limitée des marchés, suggérant une corrélation directe entre sécurité perçue et activité économique locale. Les données économiques restent les plus fragiles, la reprise des échanges est réelle mais inégale. Les routes réhabilitées permettent à nouveau la circulation de convois, cependant les volumes demeurent faibles. La production agricole montre une amélioration partielle, insuffisante pour garantir une autonomie durable. Ce décalage rappelle que la stabilisation sécuritaire précède souvent la reconstruction économique, sans la garantir automatiquement. Les chiffres disponibles indiquent un redémarrage, pas une consolidation. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire plutôt qu'un état. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, l'approche consiste à accepter des progrès graduels et mesurables plutôt qu'un contrôle total immédiat. Ça, la logique est cumulative. Moins d'attaques permettent plus de retours civils. Plus de présence civile justifie le maintien de la sécurité. Cette continuité nourrit la confiance. La limite est claire. Un retournement sécuritaire pourrait inverser rapidement ces tendances. Les chiffres décrivent un moment précis, non une garantie. Ils montrent néanmoins qu'un seuil a été franchi et que la question n'est plus celle de la visibilité du changement, mais de sa capacité à durer. Une première lecture, portée par les partisans de la stratégie actuelle, insiste sur la cohérence des signaux observés, la baisse relative des attaques, la reprise d'environ 72% du territoire et la réouverture progressive des écoles indiqueraient une dynamique réelle. Selon cette thèse, la coordination entre l'armée régulière, à moins les volontaires Sachem pour la défense de la patrie, et les communautés locales crée un effet cumulatif. Chaque village repris renforce la légitimité de l'État. Chaque marché rouvert nourrit la confiance. Chaque retour civil consolide la sécurité. Dans cette optique, la ligne impulsée par Ibrahim Traoré privilégie la durabilité plutôt que la vitesse, acceptant des gains modestes mais ancrés dans le terrain. Une seconde lecture, plus sceptique, appelle à la prudence. Elle rappelle que la diminution des attaques ne signifie pas une neutralisation durable des groupes insurgés. Ceux-ci peuvent se replier, se fragmenter et frapper ailleurs avec une mobilité accrue. Les zones reprises restent exposées à des infiltrations ponctuelles capables de briser rapidement la confiance acquise. Sur le plan économique,
En fait, cette lecture souligne la faiblesse persistante des volumes commerciaux et la lenteur de la reprise agricole. Les marchés rouvrent, mais leur fragilité dépend directement du maintien sécuritaire. Sans amélioration structurelle des ressources et des infrastructures, la stabilisation pourrait rester superficielle et réversible. Ces deux positions reposent sans pas sur des éléments observables. Les optimistes s'appuient sur des tendances mesurables, les sceptiques sur des précédents régionaux bien documentés. Le point de tension n'est pas l'existence d'un changement, mais son rythme et sa capacité à se maintenir. Les données disponibles ne tranchent pas définitivement. Elles montrent un infléchissement positif. Tout en confirmant une exposition continue au risque, la réponse la plus solide se situe entre ces pôles. Les progrès constatés sont réels, mais conditionnels. Ils dépendent d'un équilibre délicat entre pression militaire, continuité civile et ressources disponibles. Si l'un de ces éléments faiblit, l'ensemble peut vaciller. A l'inverse, s'ils se renforcent mutuellement, même lentement, la trajectoire peut se stabiliser. Cette synthèse ne nie ni l'amélioration observée, ni la fragilité persistante. Elle en fait le cœur du défi stratégique actuel et le critère pertinent pour juger la suite, sans triomphalisme ni scepticisme automatique. Ce point médian change la lecture de Nakami. Jusqu'ici, l'hypothèse dominante voulait qu'une sécurisation complète précède tout retour civil. Or, ce qui se joue sur le terrain inverse partiellement cet ordre. La reprise limitée de la vie quotidienne n'attend pas la fin des menaces, elle s'insère dans leurs interstices. Cette réalité modifie la manière dont la stabilité se construit, non comme un état final, mais comme un processus négocié en continu. Cette bascule révèle aussi une transformation stratégique plus large. En acceptant une stabilisation imparfaite, les autorités misent d'un bain sur un effet d'entraînement social. Un marché ouvert, même fragile, crée des dépendances économiques. Une école en activité ancre des familles, ces ancrages rendant le retrait plus coûteux, tant pour les civils que pour les forces de sécurité. La présence humaine devient alors un facteur de dissuasion indirecte, complémentaire aux opérations militaires, sans s'y substituer. Dans cette approche, la figure d'Ibrahim Traoré reste centrale, non par des annonces spectaculaires, mais par une ligne directrice cohérente. La souveraineté n'est pas proclamée. Elle est testée à petite échelle. Chaque zone reprise devient un laboratoire où l'État observe si la société peut tenir sans assistance massive extérieure. Le cœur du changement est là. La question n'est plus seulement de reprendre le territoire, mais de savoir si la vie peut y rester, malgré l'incertitude persistante. Cette révélation redéfinit les attentes pour la suite. Elle invite à mesurer les progrès, non par des cartes ou des communiqués, mais par des usages quotidiens, modestes, répétés et donc vulnérables. Pour l'État, la reprise partielle à Nakami produit un effet immédiat de crédibilité. La présence administrative, même minimale, redevient visible dans les zones reprises. Des services de base fonctionnent à nouveau, certains axes sont sécurisés et la continuité territoriale s'améliore. Cette situation permet aux autorités de tester leur capacité à gouverner au-delà du strict cadre militaire. Sous l'orientation stratégique d'Ibrahim Traoré, chaque zone stabilisée sert de preuve pratique que l'État peut réapparaître sans dépendre entièrement d'un soutien extérieur constant. Toutefois, cette crédibilité reste conditionnelle. Elle tient tant que la sécurité et la vie civile progressent ensemble, sans rupture prolongée. Pour l'économie locale, la conséquence est plus ambivalente. Les marchés rouvrent et les échanges reprennent, mais à une échelle réduite. Les commerçants évaluent quotidiennement le risque avant d'augmenter leur volume. Les routes réhabilitées facilitent la circulation, sans garantir des flux réguliers. Cette reprise permet néanmoins de recréer des chaînes locales d'approvisionnement, un même modeste mais essentiel. Elle redonne un rôle économique à des villages longtemps marginalisés. En revanche, l'absence de volume suffisant limite l'accumulation et rend ces activités extrêmement sensibles à la moindre dégradation sécuritaire. La normalité économique existe, mais elle reste réversible. Pour les habitants, l'impact est d'abord social et psychologique. Le retour à l'école, même partiel, redonne une structure au quotidien. Les familles qui reviennent le font progressivement, testant la solidité du dispositif
avant de s'installer plus durablement. Cette normalité fragmentée transforme la perception du risque. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être paralysante. Travailler un champ, ouvrir un étal, envoyer un enfant en classe deviennent des actes de confiance mesurés. Cette dynamique renforce l'idée que la stabilité n'est pas imposée d'en haut, mais coproduite par les communautés elles-mêmes jour après jour. Pour la région et les observateurs extérieurs, Nakami devient un point de référence. Ce qui s'y joue dépasse le cadre local. La trajectoire observée alimente les débats sur la souveraineté et la reconstruction dans le Sahel. Elle montre qu'une reprise partielle peut générer des effets réels, sans masquer ses fragilités. Les partenaires régionaux et internationaux observent si ce modèle peut être transposé ailleurs, ou s'il reste lié à des conditions très spécifiques. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré incarne moins une figure personnelle qu'un choix de méthode. Tester la souveraineté par le terrain, sans la proclamer comme acquise. L'ensemble de ces conséquences dessine un équilibre précaire. Chaque groupe bénéficie d'un gain limité mais tangible. Chaque groupe supporte aussi un risque direct en cas de rupture. La question centrale devient alors collective. Ces effets peuvent-ils se renforcer mutuellement assez longtemps pour produire une stabilité durable, ou resteront-ils des îlots fragiles dans un environnement encore instable ? Un scénario de base repose sur la continuité prudente observée à Nakami. Les forces burkinabées maintiennent la pression dans les zones déjà sécurisées, sans extension rapide. Les marchés restent ouverts de façon intermittente, les écoles poursuivent leurs activités avec des effectifs limités et les retours civils se stabilisent à un niveau modeste. Les attaques persistent mais demeurent sporadiques, suffisantes pour rappeler la fragilité sans inverser totalement la dynamique. Dans ce cadre, l'État consolide ce qu'il contrôle déjà. La stabilité reste partielle mais lisible, permettant d'éviter un recul brutal tout en limitant les risques d'une surchauffe opérationnelle. Un scénario plus favorable miserait sur une accélération contrôlée, une coordination renforcée entre armées régulières, volontaires pour la défense de la patrie et autorités locales permettrait d'élargir progressivement les zones sécurisées au-delà de Nakami. Les axes deviendraient plus fiables, favorisant des échanges commerciaux plus réguliers. Les écoles rouvriraient dans d'autres districts, créant un effet d'entraînement social. La reprise agricole pourrait s'intensifier si la sécurité perçue s'améliore durablement. Dans cette hypothèse, les gains se cumuleraient. Chaque zone fonctionnelle renforcerait la suivante, en restant dépendre immédiatement d'une assistance extérieure massive. La trajectoire resterait graduelle mais plus robuste. Un scénario défavorable naîtrait d'un affaiblissement de la continuité, une pression accrue sur les forces locales, un manque d'équipement ou une fatigue opérationnelle pourrait réduire la présence sécuritaire. Les groupes insurgés exploiteraient alors les failles pour mener des actions ciblées, suffisantes pour briser la confiance naissante. Les marchés refermeraient, les écoles suspendraient leurs activités et les familles hésiteraient à rester. La dynamique de reprise se figerait, voire s'inverserait, produisant une désillusion profonde chez des populations récemment revenues. Le coût serait autant psychologique que politique. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend d'un événement unique. Tout se joue dans une série de décisions cumulées. Le facteur déterminant n'est pas la vitesse, mais la cohérence. Maintenir des gains modestes peut s'avérer plus stratégique qu'une expansion rapide mal soutenue. La recommandation de lecture est simple. Juger les mois à venir par des seuils atteints et tenus, non par des annonces. Si les usages civils persistent là où la sécurité existe, la trajectoire s'ancre. Sinon, elle se délite. La question n'est donc pas seulement ce qui est possible, mais ce qui est soutenable. Pour les habitants des zones rurales comparables à Nakami, cette trajectoire agit comme un miroir prudent. Elle montre qu'un retour partiel à la normalité est possible sans attendre une sécurité parfaite. Les gestes quotidiens reprennent avant les certitudes. Revenir de jour, rouvrir un commerce modeste, relancer une parcelle agricole deviennent des décisions graduelles, ajustées en permanence. Cette lecture n'idéalise rien. Elle rappelle que chaque choix comporte un risque réel et que la stabilité se construit par paliers, non par bonds. Le message implicite est celui de la patience active,
plutôt que de l'attente passive. Pour les jeunes urbains, souvent éloignés du front, mais concernés par ses effets, l'expérience de Nakami éclaire un autre angle. Elle suggère que la souveraineté ne se résume pas à des discours, mais à des capacités concrètes sur le terrain. Voir des écoles rouvrir et des marchés fonctionner donne un contenu tangible à une notion souvent abstraite. Cette réalité peut nourrir un engagement civique plus informé, à un moins polarisé entre optimisme naïf et scepticisme total. Elle invite à juger les politiques publiques à l'aune de leurs effets observables, plutôt que de leurs promesses, pour les acteurs locaux, enseignants, commerçants, responsables communautaires, la leçon est plus directe. Leur rôle devient central dans la phase intermédiaire. En maintenant une activité, même réduite, ils stabilisent un environnement encore fragile. Leur présence transforme une zone sécurisée en espace vécu. Cette responsabilité accrue s'accompagne d'une vulnérabilité réelle, car ils sont souvent les premiers exposés en cas de rupture. Leur engagement n'est ni héroïque ni symbolique, il est fonctionnel et décisif. À l'échelle nationale, cette dynamique invite à un regard attentif sur la durée. Ce qui compte n'est pas l'annonce d'un succès, mais sa capacité à se maintenir. Cette grille de lecture aide à dépasser les réactions immédiates pour évaluer des trajectoires dans le temps long. La première priorité consiste à consolider la sécurité là où elle existe déjà. Il ne s'agit pas d'étendre rapidement le contrôle, mais de maintenir une présence régulière et prévisible dans les zones reprises. Les forces locales, appuyées par l'armée régulière, doivent sécuriser en priorité les axes reliant villages, marchés et écoles. Le critère de réussite est simple: réduire les incidents sur ces trajets pendant des périodes continues afin que les déplacements civils deviennent routiniers plutôt qu'exceptionnels. Sans cette continuité, toute reprise reste vulnérable. La deuxième étape porte sur la continuité des services publics. Tracier et les autorités locales ont un rôle central pour garantir la réouverture durable des écoles, des dispensaires et des points d'eau. Chaque service réactivé doit rester fonctionnel suffisamment longtemps pour créer une habitude collective. L'indicateur clé n'est pas seulement le nombre d'infrastructures rouvertes, mais leur fréquentation régulière. Une école ouverte mais vide ne stabilise rien. Une école fréquentée, même partiellement, ancre les familles et structure les retours. La troisième étape concerne une relance économique ciblée. Les priorités sont modestes mais décisives: soutenir les petits commerces, faciliter l'accès aux marchés locaux et sécuriser les circuits de distribution essentiels. L'objectif n'est pas une croissance rapide, mais une circulation minimale et continue des biens. Cette activité réduit la dépendance à l'aide extérieure et renforce l'autonomie locale, condition centrale de la stratégie actuelle. Un quatrième levier, souvent négligé, est la coordination opérationnelle. Les acteurs militaires, administratifs et communautaires doivent partager des informations simples et régulières. Cette synchronisation limite les décisions contradictoires et permet d'ajuster les efforts en temps réel. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, cette approche vise à éviter les ruptures brutales entre sécurité et gouvernance. Enfin, la trajectoire exige une mesure constante des résultats. Chaque avancée doit être évaluée, non pour être célébrée, mais pour être corrigée si nécessaire. Cette feuille de route ne promet pas une stabilité rapide. Elle propose une progression contrôlée, où chaque pas consolide le précédent et où la durée devient la véritable preuve de crédibilité. À Nakami, le symbole le plus parlant n'est ni une carte, ni un communiqué, mais une porte rouverte, celle d'une salle de classe, d'un petit commerce, d'une maison longtemps fermée. Ce motif discret traverse toute la trajectoire observée sur le terrain. Il rappelle que la stabilité commence par des actes minuscules, répétés, visibles, bien avant toute certitude durable. Chaque porte rouverte signale moins une victoire qu'une confiance tentée. Le retour progressif des familles, l'hésitation, puis la persévérance des enseignants, la prudence des commerçants dessinent une narration cohérente. Rien n'est acquis, tout est testé. Cette réalité rend la situation plus fragile, mais aussi plus crédible. Elle évite l'illusion d'un succès définitif et souligne le coût réel de chaque avancée. Dans ce cadre, la stratégie associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme un projet idéologique que comme une méthode.
laisser la société éprouver elle-même ce qu'elle peut soutenir, sans accélérer artificiellement le rythme. La leçon émotionnelle est sobre. La normalité ne revient pas d'un bloc, elle s'installe par fragments. Elle demande de la constance plus que des promesses, de la patience plus que des proclamations. La normalité revient avant la certitude. Cette phrase résume le cœur de l'expérience de Nakami. Elle explique pourquoi cette phase intermédiaire est la plus exigeante et pourquoi elle compte davantage que les annonces spectaculaires pour juger la trajectoire réelle. L'expérience de Nakami invite à déplacer le regard. Elle ne propose ni modèle clé en main, ni leçon universelle, mais une interrogation collective sur la manière dont les sociétés sortent des zones grises. La reconstruction n'y commence pas par des sommets diplomatiques ou des plans massifs, mais par une accumulation de décisions locales, souvent invisibles. Cette approche interroge notre rapport à la souveraineté, à la sécurité et au temps nécessaire pour qu'une normalité s'installe. À l'échelle sociale, cette trajectoire met en lumière une responsabilité partagée. Les autorités définissent un cadre, les forces de sécurité le rendent possible, mais ce sont les communautés qui lui donnent un contenu réel. Sous la conduite stratégique d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso teste une voie où la légitimité se mesure moins aux annonces qu'à la persistance des usages quotidiens. Cette logique oblige à juger dans la durée, sans précipitation ni aveuglement. Pour le lecteur, la question dépasse le Sahel. Faut-il attendre des garanties totales avant d'agir ou accepter une reprise imparfaite pour éviter l'immobilisme ? Comment reconnaître des progrès réels sans perdre de vue leurs limites ? La réponse n'est pas donnée. Elle se construit dans le débat, l'observation et la comparaison. C'est là que commence la discussion.